Donc aujourd'hui une vidéo qui fait un peu suite à ma précédente. C'est vrai que je m'attendais pas à certaines réactions de militants UPR, fans, des fanatiques. Vous comprenez peut-être un peu pourquoi j'adhère pas à des partis, parce que quand on adhère à un parti, ben on adhère quoi. Et là on abandonne sa raison. Donc on se soumet à un gourou et on doit suivre aveuglément. Moi, c'est tout à fait l'inverse de ma façon de voir les choses et de ma philosophie. Moi qui passe mon temps à me questionner, j'ai vraiment aucunement ma place dans un parti politique, ce qui ne m'empêche pas de voter d'ailleurs. Donc j'ai été attaqué assez violemment, même très violemment par des militants UPR, bavant de haine. J'étais très surpris d'ailleurs parce qu'à un moment même les traités de menacer alors qu'ils prendront le pouvoir de me régler mon compte. C'est quand même, ça m'a un peu surpris. Enfin, donc vous savez, dans la vie, il faut pas être surpris. Moi j'ai compris qu'on n'arrive jamais à toucher le fond de l'âme humaine, hein, de sa noirceur, de sa méchanceté. Mais voilà ce qu'un nationaliste souverainiste catholique peut s'attendre de certains UPR. Alors j'espère qu'ils sont pas tous comme ça. C'est la seule chose que je peux espérer, mais alors ceux à qui j'ai eu affaire, c'est pas triste, hein. Alors, on m'attaque, on me dit les conférences d'Asselineau. Les conférences d'Asselineau, ça fait un bon moment que je les écoute, que j'ai su les apprécier. Notamment ces conférences sur les traités européens. Ce sont les meilleures conférences sur les traités européens, c'est celle d'Asselineau, ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, moi j'ai simplement émis une idée, posé une question. Alors maintenant, si on n'a plus le droit on fait comprendre que j'ai rien à faire sur YouTube, etc. Alors si YouTube, où vous voyez des flots d'obscénité, de conneries, et si moi je peux pas poser mes questionnements et mettre mes fiches techniques, je vois pas à quoi sert YouTube. Donc moi je m'autorise à parler je m'autorise à poser mes questionnements et à débattre avec ceux qui veulent bien le faire. Donc, je reviens donc à Asselineau et je me suis farci une de ces conférences, 3h40, hein, ça s'appelle le jour d'après, 3h40. Donc, franchement, j'ai mis du temps et j'ai effectué un travail. Alors, d'abord, ce qu'on est quand même globalement sur ces 3h40, on se rend compte que le jour d'après, il n'y a pas grand-chose. C'est très peu. La conférence est extrêmement délayée dans encore des rappels des articles 50, etc. Beaucoup de digressions historiques qui sont très intéressantes d'ailleurs, sur lesquelles on n'y pas. Mais je veux dire, c'est une chose très délayée cette conférence. Et le cœur du sujet, finalement, c'est très réduit. Alors, je vous ai noté quelques points que j'ai extraits dans cette très longue conférence pour essayer d'en tirer la substantifique moelle. Alors le jour d'après, ça veut dire le jour d'après de la sortie de l'euro. Alors là, c'est quand même très intéressant. Mais qu'est-ce qui va se passer? Déjà, la question est très inquiétante. De parler du jour d'après, et c'est déjà très inquiétant parce que le jour d'après se joue bien avant. Vous comprenez bien que, admettons qu'Asselineau soit au présidentiel et qu'il se retrouve dans les sondages avec au début des premiers sondages avec plus de 10%, puis avant le premier tour avec un taux environ de 15% et qui se retrouve au deuxième tour, c'est là que tout va se jouer. C'est pas le jour d'après, c'est pas le jour d'après de la sortie. C'est dès la campagne électorale. À partir du moment où il sera admissible au second tour, que toutes les choses vont se passer. Et ça, il l'occulte. Il l'occulte, mais je comprends pourquoi il l'occulte. Il l'occulte de façon tout à fait volontaire, parce que c'est là que le déchaînement aura lieu. Alors, je relève des points, donc ça délaye beaucoup. J'en arrive à 1h08:59. Alors, il parle du délai maximum de 2 ans pour sortir de l'Europe. On voit bien que c'est pas si simple, puisque vous voyez actuellement le Brexit, hein, on est en train de voter des prolongations et on se demande jusqu'où ça va aller, quoi. Donc là, on voit bien qu'Asselineau, il est toujours dans ce qu'on appelle le juridisme, qu'on lui reproche d'ailleurs.
Il s'offusque de ça, mais il est dans le juridisme. Lui, il croit que tout c'est le parfait raisonnement technocratique, hein, c'est comme si, c'est comme ça, c'était fixé soi-disant délai maximum de 2 ans, la preuve que c'est faux, puisque là on est en train de parler maintenant de prolongation, des discussions, sans limite vraiment claire. Donc déjà ça bat en brèche son juridisme. 2 ans, des maximum de 2 ans, le Brexit montre que c'est en train d'être mis en cause et que ce délai n'est pas du tout gravé dans le marbre. Donc il a tort. Alors très intéressant, c'est que vers 1h10, il parle de négociation de retrait. Et là, on sort. Moi, j'invite ces fanboys à vraiment écouter cette conférence parce que je ne sais pas s'ils les écoutent vraiment. Et là, Asselineau fait preuve d'un ton extrêmement mesuré. Il fait la comparaison avec un divorce et dit que les gens ont quand même intérêt à bien s'entendre, etc., etc. Et il parle des 541 traités qu'il faudra voir d'ailleurs. Donc il dit en aucun cas qu'il faut balayer ces 541 traités. Donc il laisse entendre que certains pourraient être rayés d'un trait de plume, que certains pourraient peut-être renégociés, que certains éventuellement comprendre qu'ils pourraient être maintenus. Donc il discute des 541 traités que compose notre adhésion à l'Europe. Donc en aucun cas il nous dit rayé d'un trait de plume. Je vous invite à écouter. Alors ceux qui me gavent, qui me gonflent à dire écoute les conférences d'Asselineau, je leur demande, je leur renvoie l'appareil, je me demande s'ils les ont bien écoutées. Alors réécoutez-les mes amis, hein, avant de m'insulter. Donc il est très finalement, quand on dit d'ailleurs son acolyte la Brousseau dit qu'il faut enfermer la porte, etc. C'est pas du tout ce qu'on comprend chez Asselineau. Asselineau parle quand même de négociation. Il est dans une optique de négociation. Alors vers 1h25, il évoque la sortie de l'euro. Bon. Et là, c'est quand même très curieux. Là, on part dans un petit peu des digressions. De 1h35, il parle d'un appel d'offres pour fabriquer des billets. À 1h38, il nous présente de jolis billets avec des symboles historiques, etc. Donc là, c'est très poétique, c'est très joli, c'est très charmant. Mais est-ce que le problème est là? Est-ce que c'est le problème? Alors, il nous dit qu'on a des imprimeries, il nous dit que si. Mais est-ce que le problème est là? Est-ce que c'est le problème, c'est d'imprimer des billets? Là, vraiment, on est dans... là, on sent qu'il y a quelque chose qui est pas clair du tout, quoi. Donc là, on est encore dans le délayage. Il élude les vrais problèmes, en fait. Hein. Donc, puis finalement, on arrive à 1h57. Il dit que pendant un délai d'1 mois, on fixera la parité 1 franc égale 1 euro pour permettre aux Français d'échanger les billets d'euros en francs. Bon, admettons. Et à 1h58, il nous dit, oui, le franc sera déprécié. Oui, ça on le sait, mais il n'y a pas beaucoup de détails, quoi. Vers 1h59, il commence à parler de la dette. Et là, il nous parle d'une dépréciation au doigt mouillé, là, de 25% par rapport à l'euro. Ça, c'est une espèce de machin qui court. Là, on comprend pas très bien si c'est... on comprend pas très bien si c'est les marchés, si c'est le gouvernement qui fixe ces 25%. C'est pas clair, c'est pas clair. Donc ça, c'est une estimation. Il a l'air de lancer une estimation comme ça, mais il y a aucune certitude et aucune décision là-dedans. Alors, il parle quand même du problème des non-résidents qui détiennent de la dette. Effectivement, pour eux, ça sera un problème. Pour les résidents, ça ne sera pas, puisqu'il y aura certainement un contrôle des capitaux qui feront certainement que on pourra pas retirer tant d'argent. Il y aura un contrôle des retraits d'argent, ça certainement. Donc, et Dieu sait ce qui va se passer. Donc, on laisse entendre effectivement que les non-résidents, ils auront peut-être des pertes sur cette conversion euro-franc, et ça, on s'en doute. Vers 2h03, alors il nous dit que la prise de risque de dépréciation, elle a déjà été incluse dans le taux d'intérêt. Ça, c'est lui qui le dit. Ça, je veux dire, ça repose sur rien du tout. Je veux dire, là, franchement, on voit pas très bien, quoi.
Euh, Ça, c'est totalement une vue de l'esprit pour moi. Hein. À 2h06, ils parlent qu'ils décideront d'une interdiction des délocalisations. Voilà, bon. À 2h11, pareil, hein, ils soumettront l'achat des entreprises françaises à autorisation. Bon, c'est déjà une chose qui existe plus ou moins, mais on voit ce que ça donne. Hein. Alors, auront-ils les reins assez solides pour vraiment l'interdire? Ça, c'est une autre chose. Puis après, on retourne dans des digressions. Donc, à 2h28, il nous parle du Groenland qui était sorti de l'Europe en 85. Oui, mais enfin, c'était en 85. Il y avait encore très très peu de traités. Et puis le Groenland, en termes d'économie, c'est quand même très très limité. Hein. En termes de population, en termes d'économie, donc c'était quand même relativement simple en 85. Il nous parle à 2h29 de la sortie de Saint-Barth de l'Europe. C'était en 2005 ou 2007. Ouais, bref, Saint-Barthélemy, c'est que du tourisme de haut de gamme, hein, c'est rien d'autre. Donc c'est pas un énorme problème. Hein. Et en plus, c'est quand même, c'est de toute façon la France qui assure tout. Hein. D'ailleurs, c'est comme certains dom-tom c'est comme Tahiti, hein, qui fait pas partie de l'Europe. Mais enfin, à partir du moment où la France elle est là pour payer, sont pas des territoires autonomes, donc qui disent sortir de l'Europe. Ça, c'est un peu une vue de l'esprit, puisque de toute façon, la France est là pour payer et assurer l'intendance. Donc, c'est pas un problème. C'est une sortie de théâtre. Hein. À 2h30, il nous dit il se passera rien. Alors, il nous met des slides photos qui sont d'ailleurs assez ridicules, où il nous met il montre des photos du Groenland, d'un petit port du Groenland la veille de la sortie, et puis le lendemain de la sortie. C'est ridicule. Enfin, voilà, c'est une photo le jour d'avant, le jour d'après, c'est ridicule. Effectivement, elles ne sont pas rentrées sous terre, quoi. Enfin, c'est assez puéril. À 2h37, alors c'est très curieux, il nous dit que le contrôle des frontières sera soumis à un référendum. Voilà, donc il veut nous faire sortir de l'Europe et de l'euro, et puis pour le contrôle des frontières, c'est les citoyens qui décideront. Alors ça, c'est quand même très très bizarre. Hein. À 2h39, il nous parle du coup de la sortie, en orientant le discours uniquement sur le solde net de 7 milliards en 2015 qu'on avait par rapport à l'Europe, c'est-à-dire qu'entre ce qu'on paye à l'Europe et ce qu'on reçoit de l'Europe, on est déficitaire de 7 milliards. Bon, oui, enfin, voir ça uniquement sous cet angle, effectivement, c'est le plus simple. Ensuite, nouvelle digression, il nous parle d'Airbus, qui est une chose assez intéressante. Hein. Il nous dit que c'est pas du tout un projet européen, et c'est même un projet international, puisque de très nombreux pays non européens sont inclus. Hein, les USA qui sont pour 38% de budget d'un Airbus, hein, avec notamment les moteurs, et qu'il y a aussi la Malaisie, la Chine, la Russie, etc. Bon, ça on est d'accord, mais enfin bon, je trouve que c'est une digression. À 3h14, il fustige les mauvais augures et ceux qui annoncent des mauvaises nouvelles. Et à 3h19, il nous rappelle que la Suède a refusé d'entrer dans l'euro. Donc voilà, en gros, c'est une conférence qui est très très longue et dans laquelle il y a énormément de digressions, mais dans laquelle il y a très très peu de précision économique et financière. Il y a quasiment rien. Il n'y a rien. Rien du tout. C'est quand même complètement vide. C'est pour ça que moi j'en appelle à ce que j'appelle l'effet musée Grévin, c'est-à-dire que ça c'est l'effet technocratique de Asselineau. Il agit en technocrate, en juriste, hein, c'est-à-dire que voilà, pour lui il y a des traités, ça s'arrête là. Et on a l'impression que les différents acteurs, c'est des espèces de poupées, de statues qui sont là, qui observent avec l'œil vide tout ce qui se passe. Mais attendez, la sortie de l'Europe et la sortie de l'euro, il y a plein d'acteurs qui sont là, qui sont pleins d'angoisses, qui ont des intérêts, des angoisses, des aspirations, etc. Et ça va pas se passer comme ça. J'appuie sur un truc, j'active un traité. Donc la vision bureaucratique d'Asselineau, elle est complètement à côté de la plaque. Il oublie beaucoup de choses. Et là, je vous ai listé un certain nombre de choses
C'est que vous avez le français. Il faut savoir qu'actuellement, les 2 tiers des Français sont pro-européens. Voilà, donc c'est vrai qu'on nous a parlé des traités de Maastricht, etc., mais il n'empêche que la réalité, c'est que le français, il est drogué à l'euro, et là actuellement, il jouit de l'euro qui lui permet de maintenir un certain pouvoir d'achat en achetant des saloperies faites en Chine, en voyageant dans les pays hors de la zone euro, qui permet à des femmes de ménage de se prendre pour des princesses, en Thaïlande, etc. Les étudiants qui font des sextours Erasmus pendant 1 an, là, qui s'éclatent, voilà, c'est ça l'euro, donc l'Europe pour les gens. Les gens ils sont complètement nuls, complètement à côté de la plaque, ils connaissent strictement rien, donc ils ont le cerveau lavé. Alors, le français n'empêche que, bon, on arrive au franc, ça veut dire quand même des choses très simples. On passe au franc, je vous rappelle que le pétrole s'est libellé en dollars. Donc ça veut dire, dans l'hypothèse basse et optimiste, du jour au lendemain, l'essence, elle est à 2 euros le litre. Par exemple. Donc ça, il faut quand même en tenir compte aussi. Et ça, non seulement pour la voiture, mais pour l'industrie. Donc c'est un choc pétrolier. Il ne faut pas l'oublier. Il faut parler du français qui est rentier, parce que c'est la dépréciation de ses placements. On rappelle que les Français, ils ont entre 4 000, je ne sais pas très bien, alors c'est entre 4 000 et 5 000 milliards d'euros d'épargne. Et c'est gentil, la Lex Monetae, mais voilà, ils se retrouvent avec du franc. Donc le français rentier, comment il va réagir? Moi, j'en sais rien. Alors les marchés, les agences de notation, donc l'autre il nous sort la Lex Monetae, ok. Bon, enfin, ça veut dire quoi? Que les marchés, les banques, les agences de notation vont rester les bras croisés, vont dire oh oui, certes, tant pis, voilà, ils vont pleurer un bon coup et puis ils vont dans leur coin, ils vont sangloter un petit peu, ils vont rien faire. Ça signifie que il va se passer des choses. Est-ce que en termes d'emprunt, en termes de choses, etc. Comment ça va se passer? Les agences de notation, comment elles vont noter la France? Bon, on peut dire on s'en fout, c'est certes, mais ça va être les entreprises, quid des entreprises, quid des banques. Et puis quid quand même de François Asselineau quand il va avoir à absorber ce choc? Est-ce que vous le sentez suffisamment costaud pour absorber tout ça? Bon, là il fait preuve d'une belle arrogance d'énarque là pour l'instant, mais vous savez, les énarques quand ils se retrouvent dans la tempête, je suis pas sûr que François Asselineau il les aura pour suffisamment bien accrocher pour faire face à toutes ces tempêtes. Personnellement, j'en ai un petit doute. Alors je rappellerai quand même que dans le budget de l'État, en 2018, la France a dû emprunter 195 milliards sur les marchés. Pour comparaison, la TVA qui en rapporte le plus, c'est 208 milliards, l'impôt sur le revenu, c'est 78. Donc le jour d'après, il faudra continuer à emprunter du jour au lendemain beaucoup d'argent. Et c'est 195 milliards d'euros, d'euros qu'on a emprunté. Donc c'est pas de francs. Là, il faudra emprunter l'équivalent de 195 milliards d'euros qu'on paiera en francs. Donc comment la France va faire? Alors est-ce qu'elle dit on n'emprunte plus, on va se serrer la ceinture? Alors voilà, donc en fait on nous sort le juridisme de l'Alex Monetae, mais il y a la finance derrière qui a le cordon de la bourse. Et puis il y a les marchés, parce que cet argent, la France, je dis pas que c'est un marché négligeable, mais il y a des marchés qui sont plus porteurs qu'une France au franc peut-être. Il y a l'Asie. Donc en fait la Lex Monetae, ça équivaut à faire défaut sur la dette. Voilà, ça équivaut à faire défaut sur la dette. Voilà, on a l'impression que voilà, le musée Grévin, que les Français sont des statues, que les banques sont des statues, qu'on a affaire à un marché de statues, et lui, il est là, François Asselineau, à parler de ses traités, à parler de ses ceci, à parler de ses cela.
Mais non, ça rigole pas là, parce qu'on est dans des enjeux qui sont en milliers de milliards d'euros, hein. Donc vous imaginez bien qu'il nous parle du jour d'après, mais il ne nous parle pas du jour d'avant. Il est clair qu'à partir du moment où, au premier tour, où les sondages commenceront à donner un François Asselineau à plus de 10%, et par la suite qu'on nous annonce qu'il va peut-être probablement être au deuxième tour, et que avant le deuxième tour, il y a des sondages qui annoncent que il est entre 45 et 50 et qu'il peut être élu, vous imaginez bien que les marchés ils vont déjà réagir. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, c'est pas François Asselineau qui a les clés de l'État. C'est la République en marche. C'est la République en marche, c'est pas François Asselineau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc à ce moment-là, vous imaginez bien qu'il y aura des flux de capitaux, il va se passer des choses. Donc ça, le jour d'avant, et c'est les jours d'avant que les choses vont se passer, c'est pas le jour d'après. Alors après, la France, le français tel que vous le connaissez, enfin tel que je la connais, et que lui manifestement ne la connaît pas, parce que sa façon de parler de la France et des Français, on sent bien le type totalement déconnecté. Alors, il est là, il est sans doute entouré d'une cour, hein, il est entouré de courtisans, de gens qui, comme toujours, lui disent ce qu'il a envie d'entendre. Hein. Tout son premier cercle, là, c'est ce qui se passe dans tous les partis. Hein. On voit bien que les gars, il y a toujours les gens qui veulent se pousser du coude. Et la courtisanerie, donc il est entouré d'une cour qui lui dit vous êtes le meilleur, vous êtes le plus beau, et des gens qui rivalisent de flatterie, de flagornerie. Voilà. Alors moi je crois que tout ça est un peu déconnecté des choses, et c'est pour ça que moi mon hypothèse de négocier une sortie quand même un peu plus soft, c'est-à-dire qu'effectivement, bien entendu, il faut revenir au franc. Bien entendu, ce franc doit être déprécié, parce que sinon il faut qu'on soit compétitif. Mais ça peut pas se faire dans le désordre, parce que justement, on nous parle d'éclatement de la zone euro. Si la zone euro éclate, l'Italie va dévaluer sa monnaie encore plus, et on va se retrouver dans une compétition directe avec l'Italie. Parce qu'il faut rappeler que l'Italie est une économie tout à fait comparable à la nôtre, c'est notre sœur jumelle. Elle est fondée sur le tourisme, elle est fondée sur de l'agriculture, et elle est fondée sur une industrie de moyenne bas gamme. Donc on va être en compétition directe avec l'Italie. Et ça, il n'en parle pas. Hein. Il dit qu'on va être compétitif, mais à partir du moment où on va sortir de la zone euro, les gens, pareil, l'Italie va pas rester les bras croisés. L'Italie va nous faire une lire. Il y aura une compétition de dévaluation entre le franc et la lire. Ça, c'est une évidence. Donc, faut pas croire que ça va être aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça que moi, mon idée, c'est de sortir avec un franc qui sera indexé au minimum sur la monnaie allemande, mais éventuellement aussi sur un panier de monnaies, hein, en tenant compte des monnaies surévaluées, des monnaies sous-évaluées. Pour pas se retrouver, parce que c'est bien beau être compétitif vis-à-vis de l'Allemagne, mais si l'Italie effectivement nous sort une monnaie qui sera encore plus compétitive, ce sera compliqué. Donc moi, les militants UPR ont beau me dénigrer et m'insulter, moi je pense que l'hypothèse d'une indexation, d'une dévaluation progressive, très progressive, de la monnaie française me paraît quand même un petit peu plus réaliste, et puis rien que pour éviter un chaos. Hein, donc je sais pas, mais une monnaie dévaluée par rapport aux marques, par exemple de 5%, me paraît beaucoup moins traumatisante pour l'économie, et enverrait des messages au marché quand même un peu plus apaisants, parce que sinon on va se retrouver ennemis du monde, et là je crois que même l'hypothèse guerre n'est pas à éviter, n'est pas à négliger. Hein, voilà. Donc voilà, c'est ouvert à la discussion. Bon, alors les insultes, c'est bon, hein, vous les gardez. Hein, voilà.